Regardez donc quelques-uns de ces drapeaux. Ils signalent tous la souveraineté absolue. Comme nous allons le voir, ils existent sous forme d'emblèmes de souveraineté sur la terre, l'air, l'eau et d'autres encore. Et nous n'avons même pas remarqué qu'il s'agit en fait toujours d'un seul et même signe de souveraineté. Au centre se trouve la couronne de laurier. Depuis l'Antiquité, elle est considérée comme l'attribut du vainqueur, un porte-bonheur et un symbole de pouvoir. La couronne de feuilles de laurier pouvait être le trophée dans le sport, mais les empereurs romains la portaient également. Dans la mythologie antique, le dieu Apollon porte une couronne de laurier. Là, il symbolise la suprématie sur les cieux. Apollo 11, là, à Apollo, symbolise la souveraineté sur l'espace. Et de même que dans la Rome antique, un laurier était considéré comme sacré et ne pouvait donc être ni profané ni brûlé. De même, toute organisation de souveraineté globale des élites est considérée par eux comme quasi sacrée et intouchable. Organisation mondiale de la santé. Vous voyez cette couronne? Une organisation maçonnique. Souveraineté sur toute la santé des hommes. Oui, et nous sommes heurtés à ce principe d'intangibilité, notamment lors de la campagne du Covid-19. Et de nouveau ces jours-ci, parce que l'OMS vient d'élaborer dans le cadre d'accords secrets de nouvelles lois contraignantes à l'échelle mondiale qui doivent lui conférer la suprématie sur l'ensemble du système de santé, c'est-à-dire en quelque sorte la domination mondiale cachée. Au lieu de mettre sous les verrous ces personnes qui ont récemment causé des dommages au monde entier, elle planifie déjà en secret une prochaine campagne de domination mondiale. Pour en venir tout de suite au fait, c'est précisément l'objectif déclaré de la franc-maçonnerie de haut grade depuis des siècles. C'est pourquoi derrière presque tous les logos de laurier se trouvent des fondations, des organisations et des associations maçonniques. Pour n'en citer que quelques-unes, les Nations Unies et toutes leurs organisations subsidiaires. Remarquez toujours la couronne. Nous n'aborderons pas aujourd'hui le fait que cette couronne tourne autour d'une carte de terre plate. Organisation météorologique mondiale, l'Organisation spéciale des Nations Unies, Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Organisation internationale du travail, Organisation spéciale des Nations Unies, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Programme des Nations Unies sur le VIH-Sida. Nous avons suffisamment dénoncé toute l'arnaque du VIH-Sida avec la ZK. Organisation maritime internationale. Si tu veux savoir un peu plus précisément ce qui se passe en permanence au pôle Nord, par exemple, et que tu affrètes un bateau pour t'y rendre, tu seras intercepté très tôt par des navires de la souveraineté maritime et contraint de faire demi-tour. Si tu n'obéis pas, tu seras fortement menacé. Et si tu affrètes un avion, par exemple un petit Cessna, et que tu te diriges vers le pôle Nord, les chasseurs à réaction de la souveraineté aérienne internationale t'intercepteront. À ta droite et à ta gauche, ils t'encadreront et te demanderont par radio de faire immédiatement demi-tour. Si tu n'obéis pas, ils t'abattront. Comprenez-vous ce que signifie cette couronne de laurier omniprésente? Organisation de l'aviation civile internationale. Troupes de combat nord-polonaises.
La même chose t'attend si tu ne te comportes pas correctement sur le territoire de la Pologne du Nord. Agence internationale de l'énergie atomique. Vous voyez, et ainsi on pourrait encore énumérer beaucoup d'autres organisations et sous-organisations maçonniques. Vous n'arriveriez même pas à faire le tour de la NASA et de tous ces astronautes maçonniques. Sans parler de la nouvelle religion maçonnique du climat avec ses faux prophètes et ses grands prêtres qui effraient sans cesse les peuples avec leurs mensonges climatiques. Et comme c'est des multinationales et qu'ils ont du pognon à crever, d'ici 10 à 12 ans, il n'y aura plus de terre cultivable sur une grosse partie de la Flandre. Ça aura été transformé en dépôt ou en usine. Et donc les fermiers se battent pour qu'on ne puisse pas vendre ces terres à des multinationales. Ici, donc ça c'est vraiment une très grosse problématique des fermiers flamands, parce qu'eux vont recevoir tout ce qui vient du Mercosur. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire sur ces terrains-là qu'ils sont en train de racheter? Ils vont faire des dépôts pour mettre la viande, pour mettre le soja, pour mettre tout ce qui va arriver d'Inde, parce que maintenant on a l'accord avec l'Inde qui a été signé cette semaine, on a l'accord avec le Brésil, on a l'accord avec le Venezuela, le Paraguay, tout ça rentre dans le Mercosur. Plus l'Inde, on ne sait pas trop ce que les Indiens vont nous amener, mais ça ne va pas être terrible non plus, je pense. Et là, c'est en cours de construction déjà? Et donc là, ils sont déjà occupés de construire. Et donc là, ils sont occupés de construire un hall immense, donc entre Gand et Anvers, pour accueillir tous les conteneurs frigorifiques, pour les analyser, pour voir qu'est-ce qu'ils contiennent. Enfin, c'est la douane qui fait ça. Et donc, c'est un immense hangar qui est réfrigéré. Comme ça, on ne casse pas la chaîne du froid des conteneurs réfrigérés. Ce qu'il faut savoir, et c'est dans les accords du Mercosur, c'est qu'une bête qui a été injectée par des hormones de croissance, si on arrête 6 semaines les hormones de croissance avant l'abattage, eh bien la bête est considérée comme n'ayant jamais reçu d'hormones de croissance. Donc elle aura reçu pendant 6 mois, 1 an des hormones de croissance, puis on arrête à 6 semaines de l'abattage, on vous l'envoie en Europe, on vous le met dans les magasins, pas nourri aux hormones de croissance. Et c'est ça qui est dangereux, parce qu'on va nous balancer mais de la viande qui vaut 2 fois rien sur... Tu as vraiment la preuve donc, que ces lieux vont être destinés à recevoir la viande du Mercosur? Ah oui, la viande et le reste. Issue du Mercosur? Oui, tout à fait. Donc en Flandre, autour du port d'Anvers jusqu'au port de Gand, il y a un énorme canal qui passe, et là on est occupé de construire des hangars immenses pour accueillir toute la marchandise qui va venir du Mercosur et d'Inde. C'est la marchandise qui va être réfrigérée et qui va être dispatchée dans toute l'Europe, par camion et par voie de chemin de fer et par bateau, encore après. Et donc, c'est la grande crainte des agriculteurs, c'est de perdre toutes leurs terres qu'ils louent pour le maraîchage et pour leurs bêtes, et de ne plus rien avoir pour cultiver, pour mettre leurs animaux dessus, et qui va servir au Mercosur à stocker la marchandise. Et toi, tu penses donc que ça va se produire partout en Europe? Le problème, c'est que un des plus grands transporteurs, Cantunasi, de Anvers, c'est lui qui fabrique une partie des hangars. Yann de Nul est aussi un des promoteurs immobiliers de tous ces grands hangars et de toutes ces grandes usines. C'est des gens qui sont dans une mafia mondiale. C'est eux qui fabriquent tout au Qatar, c'est eux qui fabriquent les aéroports, c'est eux qui fabriquent tous les gros bazars dans le monde entier, c'est toujours eux qui ont ces marchés-là. Donc ces gens-là, ils dépassent les gouvernements. C'est eux qui dictent au gouvernement ce qu'ils doivent faire. Donc toi, en tant que citoyen, là, tu viens de le dénoncer, c'est ça? Tu viens de faire une vidéo à ce sujet? C'est-à-dire que il y a le week-end passé, je suis allé à la manifestation des agriculteurs flamands à Bruxelles, qui était pendant le salon de l'auto. Et c'était juste à côté du salon de l'auto, donc la police avait très peur parce que le salon de l'auto, c'est un très très gros salon en Belgique où il y a des dizaines de milliers de gens qui viennent voir. Donc ils avaient très peur que les agriculteurs s'en prennent au salon de l'auto. En plus de ça, les échanges du Mercosur, c'est contre des voitures allemandes. Hein. Donc il y avait un bon prétexte de faire cette manifestation-là. La police belge a eu très peur, le gouvernement a eu très peur aussi, parce que les fermiers flamands, c'est pas détendre. Puis eux, ils vont tout perdre, quoi. Ils vont pas perdre un petit peu, ils vont tout perdre. Et donc, dans cette manifestation-là, j'ai rencontré un ancien gilet jaune de Gand qui m'a expliqué tout ça, mais lui, il est vraiment dans tout ce qui est
dénonciation, mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui cherche dans les papiers, dans les documents, c'est vraiment un gars qui il connaît la Constitution. On a failli changer la Constitution avec lui, parce qu'il cherche vraiment, c'est vraiment un gars qui fouine. On manque beaucoup de citoyens comme ça, qui fouinent, qui vont chercher les textes de loi. Un jour, un policier de la police de Bruxelles, il m'a dit, vous aurez beau crier pendant 100 ans dans les rues, si vous ne connaissez pas les lois, vous n'y arriverez jamais. Appliquez-vous à connaître les lois, et vous verrez que vous serez beaucoup plus fort. Parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont faites pour vous. Et vous ne connaissez pas, et que les gouvernements n'utilisent pas ou font même contre la loi. Mais connaissez les lois, et vous allez aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai, après j'ai commencé à consulter. Pour ce qui est tantôt de l'obligation vaccinale et du consentement éclairé, les textes sont identiquement pareils en France. Et ça, je voudrais faire quand même rajouter un aparté. C'est que le document, le consentement éclairé, je l'ai envoyé à plusieurs avocats en France. Et il n'y a personne qui en a pris compte. Il suffit simplement de changer les articles de loi. Il ne fallait même pas changer les textes. Il suffisait de changer les articles de loi. Et il n'y a personne qui l'a fait. Je laisse ça là. Alors tu dis qu'on peut aller plus loin en connaissant la loi, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Est-ce que tu penses qu'un jour, quand tu disais un tribunal populaire, adviendra? Parce que tu as bien vu, on t'a dit arrête, sinon tu peux disparaître. Oui, mais parce que je suis seul. Parce que je suis seul. On serait des milliers, l'affaire est close. La masse, elle peut tout faire. Mais il faut qu'on soit coordonné. Et c'est ça que le gouvernement utilise. C'est justement, une fois c'est les agriculteurs, une fois c'est les pompiers, une fois c'est les infirmières, une fois c'est les métallos, une fois c'est les chemins de fer. Mais tant qu'on ne sera pas ensemble contre... Parce qu'on a les mêmes bourreaux. Hein. C'est pas un tel qui attaque les pompiers, c'est pas un tel qui attaque les chemins de fer, c'est pas un tel qui attaque... Non, c'est le gouvernement du pays et le gouvernement mondial qui attaque toute la population. Donc maintenant, c'est à la population à fédérer pour attaquer ces gens-là et trouver un autre système. Et surtout pas avec ce système-là tout changer. Non, il faut trouver un autre système. Il y a des solutions qu'on peut mettre en place tout de suite. Et d'ailleurs, je recommande, dès que vous pouvez, planter, semer, planter et semer. Parce que on ne sait pas, on n'a jamais connu cette situation, donc on ne sait pas ce qui va se passer réellement. C'est-à-dire que peut-être que finalement, il y aura simplement un peu d'inflation sur les fruits et légumes, mais peut-être que ce ne sera pas un peu. Peut-être qu'on va rencontrer des situations un peu plus difficiles, comme on trouve au Venezuela ou en Argentine avec des inflations, etc., au Zimbabwe, etc., etc. Eh bien, c'est pour ça que, et il n'est pas trop tard, puisque nous sommes au mois d'avril encore, pour planter, pour semer, tout ce qu'on peut, et j'ai envie de dire, et même sur des balcons. Mais attends, mais je m'étais dit, pourquoi ne pas se réapproprier aussi des lieux verts dans vos villes? Parce que en dessous des arbres qui bordent, on lavera les légumes, mais je veux dire, il y a possibilité d'aller mettre des courges, des courgettes, etc., qui vont venir. Oui, bien sûr. Et puis ça enrichit le sol de toute façon. Alors après, va se poser la question de oui, mais qui a le droit d'aller chercher les courges et machin et trucs? Écoute, on paye des taxes quand même, je vais dire, c'est une question de survie entre nous. Là, Patrick, on est quand même là dans une situation où... C'est ça. Et je dis, il vaut mieux planter maintenant, on verra après. Et d'ailleurs, là, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais moi, je ne suis pas un grand fan de la permaculture. D'accord. Parce que quand on lit les 3 piliers de la permaculture, alors ça semble vertueux, puisqu'on nous dit il faut protéger la terre. Donc ça paraît. Ensuite, le deuxième, c'est il faut partager les récoltes de façon équitable. Bon. Et la troisième, c'est il faut limiter la population et donc la production. Je t'assure, c'est ce qui est marqué, c'est ce qui a été écrit, les 3 piliers de la permaculture, c'est ça. Donc d'aller arracher certaines plantes, que tu veux dire limiter la production. En fait, ils disent bien limiter la population. La population. Oui, on est dans le délire des élites mondialistes, etc., malthusiennes et darwiniennes ou darwinesques.
avec tu sais, toujours l'histoire que nous sommes trop nombreux sur Terre. Mmh. Alors, tu sais toujours, tu sais Comme ce que Jane Goodall qui nous dit ça aussi, hein, Jane Goodall qui protège les primates et puis qui se retrouve que, par contre, les humains, il faudrait peut-être bien les éradiquer. On va Oui, sauver les primates, mais pas les humains. oui. Comme ça, Et, c'est bien fait. et tu sais, je pense, j'ai déjà dû le faire, mais ou en tout cas, tu as déjà dû me l'entendre dire. Des gens à bout d'arguments, tu sais, quand ils m'expliquent si, le réchauffement climatique, si, blablabla, blablabla, enfin, tu sais, puis il faut rouler en voiture électrique, et puis il faut plus se laver parce que blablabla, C'est enfin ça, bon, bref, l'escrologie. voilà, l'escrologie. Je leur dis, mais tu connais la superficie du Kazakhstan, Moi évidemment. pas, perso, Non, mais mais tu vas me le dire. justement, personne ne connaît la superficie du Kazakhstan. Enfin, personne. Pas un grand monde connaît la superficie du Kazakhstan. Ça va, ça me rassure, je ne suis pas inculte. Ah non, 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 absolument pas. C'est Ça pour ça va. que je prends le Kazakhstan et je dis, mais tu prends les 8 milliards d'êtres humains, tu les mets tous au Kazakhstan, chacun à 300 mètres carrés. Et il n'y a plus personne en Russie, en Chine, aux États-Unis, enfin, en Afrique, en Amérique, sur aucun continent, il n'y a plus personne. D'accord. Donc pour dire qu'on n'est quand même pas, on n'est pas Voilà, envahissant, quoi. on n'est pas si envahissant. Alors après, les gens me disent, ah oui, mais attends, il faut les nourrir. Ah, ben là, il ne faut pas m'expliquer ça à moi, puisque justement, moi j'ai vu en Vendée, chez Richard, par exemple, je suis allé déguster des tomates d'1,8 kg. Oh Et j'ai oui. bien dit déguster des tomates d'1,8 kg. Oui, oui, donc elles sont bonnes, quoi. Elles sont sucrées, elles Voilà, sont, elles sont nourries avec les énergies de la terre et avec amour. Parce que quand je lis ce que je lis sur la permaculture, je dis, mais où est l'amour là-dedans? Parce que quand mmh. on dit il faut prendre soin de la terre, mais ça veut dire que déjà, il y a une dichotomie, il y a d'un côté l'être humain, de l'autre côté de la terre. C'est faux. Nous sommes le même environnement. Donc en fait, il ne faut pas prendre la question n'a pas à se poser. Tu vois, en fait, ça nous renvoie toujours à la chimie, La etc. séparation et à la Exactement, séparation, en fait, du fait que nous c'est sommes ça. pourtant au cœur. Nous Oui. ne sommes qu'un. Et d'ailleurs, les physiciens quantiques le savent très bien. Quand nous sommes dans un jardin, nous le modifions. Notre simple présence modifie les plantes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais ce dicton, le premier fumier du jardin, c'est le jardinier. D'accord. Le Non, premier je connaissais pas, fumier mais du d'accord, jardin, OK. c'est le Ah jardinier. oui, c'est l'amour qu'il offre à ses Merci. plantes. Depuis ces dernières années, notamment dans les festivals chamaniques, j'ai appris qu'il y avait aussi beaucoup de jeunes, d'étudiants, et cetera, qui se faisaient ce qu'on appelle des tripes, qui essayaient, un peu comme ceux qui vont à Ibiza pour se mettre, la race, pour être un peu vulgaire, qui font un petit peu des purges à l'ayahuasca, sauf qu'il y en a qui en meurent parce qu'il faut être accompagné d'un professionnel. Je salue un de mes anciens collègues qui était guide et qui venait de la région du Pérou, qui avait été guide au Machu Picchu. Et donc le chamanisme là-bas, j'allais dire c'est une religion, mais c'est façon de parler, c'est vraiment quelque Oui, chose c'est de ça. puissant. Et qui me C'est leur disait, quotidien. voilà, l'ayahuasca, faut vraiment être sous le pas le joug, mais sous l'accompagnement d'un professionnel parce qu'il y a des dérives, il y a de la démence presque, hein. On arrive dans des phases de folie, ça peut faire peur. Donc, voilà, faut être très vigilant avec ça. C'est pas des c'est comme des drogues dures, hein. C'est quelque chose qui, voilà, qui nécessite un accompagnement. On ne fait pas ça à la légère. Oui, assurément. Moi, j'ai des amis, qui sont de ces pays-là, de ces régions-là, que je salue d'ailleurs. Et oui, effectivement, si tu veux, quand ils vont utiliser ces produits, c'est soit parce qu'eux-mêmes, ils ont des informations à aller chercher et qu'ils ne peuvent pas, les atteindre par eux-mêmes comme ça. Donc en fait, ils vont s'aider de, d'un cactus, suivant de quelle région ils sont, d'un cactus, d'une feuille, d'une racine, bon, enfin voilà. Et c'est fait vraiment pour une raison très particulière. Et là, le chaman va consommer et va pouvoir aller voyager au-delà de ses possibilités sans. Ok.
Ça, c'est une chose, mais il va pas le faire, voilà, c'est pas comme on prend une cigarette, au quotidien, quoi, hein, ou la cérémonie du week-end, quoi. C'est pas non, c'est pas ça, hein. Je vais pas prendre l'hostie, c'est pas du tout ça. C'est une clé qu'on va utiliser si on doit aller à ouvrir une porte particulière et que c'est très important, eh bien, effectivement, on va prendre cette clé et on va partir avec, quelque part. Après, ça peut être utilisé pour les personnes qui peuvent avoir certaines maladies ou qui ont peut-être besoin de soigner du transgénérationnel et d'aller voir voilà, des ancêtres, etc. Mais il y a une raison très précise. Et si, effectivement, par rapport à cette raison, c'est par exemple l'ayahuasca qui peut être bonne pour ça, et bien effectivement, le chaman va accompagner. Mais avant, il va préparer, voilà, et il va permettre à la personne de pouvoir voyager avec cette ayahuasca, par exemple. Mais en aucun cas, comme on peut le trouver, enfin, c'est peut-être révoltant pour certaines personnes ce que je vais dire, mais en aucun cas, c'est la colonie de vacances, et j'ai conscience que je le dis d'une façon un peu forte et provocatrice peut-être, mais je ne suis absolument pas d'accord avec ce business qu'on peut faire où il y a des colonies de vacances, chacun a sa petite maison, et puis chacun va prendre sa dose de tabac parce que c'est ce qui va purger, et après, par exemple, l'ayahuasca. Non, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, pour recevoir des personnes en grand collectif, et ensuite, chacun retrouve ou pas son âme. Parce qu'en fait, ça fait que l'âme va voyager, mais quand tu as tout un groupe à gérer et qu'ensuite il y a des personnes qui vont prendre ces produits et qu'elles n'en ont pas besoin, que ça ne fait pas partie physiquement et holistiquement de ce qu'elles doivent vivre, eh ben ça ne se passe pas bien. Et l'âme, elle revient de quinquois comme ça, et après, il faut aller voir des personnes qui te remettent ton âme en place, etc. Mais on a autre chose à faire. On a accompagné d'autres personnes. On n'est pas là pour faire ramener des personnes qui ont voulu prendre des produits, alors qu'elles ne doivent pas le faire. Et un chaman qui se respecte ne va pas donner comme ça. Why have non-speakers been forgotten by the world? We have no voice. I see how non-speakers suffer needlessly in silence. Communication is a basic human right. The world needs to change the way it sees non-speaking autism. It is a neuromotor disorder, not a cognitive one. I know something about shared achievements, because I am affected by a form of autism that doesn't allow me to speak. My neuromotor issues also prevent me from tying my shoes or buttoning a shirt without assistance. I have typed this speech with one finger with a communication partner holding a keyboard. I am one of the lucky few non-speaking autistics who have been taught to type. That one critical intervention unlocked my mind from its silent cage, enabling me to communicate and to be educated, like my hero Helen Keller. I have struggled my whole life with not being heard or accepted. A story on the front page of our local newspaper reported how the principal at my high school told a staff member, "The retard can't be valedictorian." Yet today, here I stand. Each day, I choose to celebrate small victories, and today, I am celebrating a big victory with all of you. The freedom to choose our own way is our fundamental human right, and it is a right worth defending, not just for us, but for every human being. For me, I have a dream. Yes, just like Martin Luther King Jr., I have a dream. Communication for all. There are 31 million non-speakers with autism in the world who are locked in a silent cage. My life will be dedicated to relieving them from suffering in silence and to giving them voices to choose their own way. God gave you a voice. Use it. And know, the irony of a non-speaking autistic encouraging you to use your voice is not lost on me. Because if you can see the worth in me,
then you can see the worth in everyone you meet. My fellow classmates, I leave you today with a quote from Alan Turing, who broke the Nazi encryption code to help win World War II. Sometimes, it is the people no one imagines anything of who do the things no one can imagine. Be those people. Be the light. Fiat Lux. Thank you. Gentlemen, the President of the United States and Mrs. Bush. The blessings of liberty have been limited or even denied. And the Civil Rights Act of '64 took a bold step towards righting that wrong, but the stark fact remained that people with disabilities were still victims of segregation and discrimination. And today's legislation brings us closer to that day when no Americans will ever again be deprived of their basic guarantee of life, liberty, and the pursuit of happiness. We must have our rights of effective communication as guaranteed in the Americans with Disabilities Act. We need all typers to join us in the battle for communication rights.